Nous ne pouvons choisir l'heure de notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Proximo. Avouez que cette intro, elle était pas mal, hein. Là, normalement, t'as envie de regarder la vidéo. Je pouvais pas m'empêcher de faire une citation du film Gladiator. C'est l'un de mes films préférés avec la saga Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Là, t'as envie de te poser, d'avoir un mélange de mogo, de bouffe, de true crime, et c'est parti. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, j'avais envie de vous parler. Vous savez, quand je regarde les commentaires, la plupart du temps, vous êtes super gentils et bienveillants. Vous me complimentez très souvent et ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on est tous une petite famille et j'aime beaucoup ça. Mais parfois, tu sais pas pourquoi, t'as des gens complètement fermés qui tombent sur la chaîne. Ils sont là avec un raisonnement complètement bidon et ils te reprochent plein de choses. Une fois, il y a une personne qui m'a dit « Ici, on est en France, on ne dit pas salam ». Une autre fois, une personne m'a reproché d'avoir dit « Merci Dieu de m'avoir guéri ». Encore une autre fois, une personne m'a reproché de ne pas ressembler aux youtubeurs les plus connus, de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle les codes. C'est limite si on me demandait pas de plagier, sérieux. Alors pour tous ces gens, moi c'est Mogota et pas un autre. Si tu viens ici, c'est pour que je te montre qui je suis, comment je pense et comment je partage certaines choses avec le cœur. Parfois d'une manière crue, je l'avoue, et d'autres fois avec de l'humour pour détendre l'atmosphère. Normalement, t'es là pour regarder du Mogo, pas pour que je ressemble à un autre, sinon quel intérêt, sérieux? Si ça vous dérange autant que je sois moi-même, et bah franchement il y a plein de youtubeurs sur la plateforme et vous trouverez votre bonheur, croyez-moi. Mais c'est certainement pas ici que je me laisserai marcher dessus par des gens qui ne pensent qu'à juger, à me reprocher des choses incohérentes, ne montrer aucune tolérance et aucune liberté. Alors bien sûr je suis très ouvert aux critiques et aux remarques, il n'y a aucun problème avec ça. Mais de voir des gens me juger et dicter ma façon d'être, je trouve ça malheureux. Je trouve que ça fait vraiment de la peine de voir des gens comme ça. Et c'est certainement pas sur YouTube que ce type de personne me fera changer. Concernant tous ceux qui me soutiennent depuis le début et à tous les nouveaux arrivants qui envoient que de l'amour, sachez que je vous aime énormément. Et sachez que tous vos messages, ça me touche beaucoup, et c'est vraiment sincère. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? On va parler d'une affaire assez troublante qui aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Sans plus attendre, éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Avant de commencer cette affaire, merci à notre sponsor CyberGhost VPN qui me permettra de financer plein de vidéos futures. À quoi ça sert un VPN? À être complètement anonyme sur internet. Et comme ça, vous pouvez faire plein de trucs. Intraçable par votre fournisseur internet et c'est hyper pratique. Pour tous ceux qui veulent regarder ou faire des choses de manière anonyme, bah vous avez la solution, bande de fourbes. Petit exemple personnel, j'utilise souvent un VPN pour avoir accès à Netflix dans d'autres pays qui ont beaucoup plus de contenu. Pourquoi Ghost VPN et pas un autre? Déjà parce que je vais être honnête, le partenariat fait très plaisir au portefeuille et que aussi je vais pouvoir financer avec plus de facilité les gens avec qui je travaille. Et ça fait plaisir. Ensuite parce que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel système d'exploitation. Windows, Mac, iOS et que vous pouvez protéger 7 appareils en même temps si vous avez un abonnement. Accès sécurisé à un contenu mondial. Vous pouvez accéder à des sites web et à un contenu géorestreint. Ils sont super bien notés et entre nous normal, Ghost VPN compte plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est juste dingue. 5 étoiles chez Trustpilot et les clients sont très satisfaits. Ils sont recommandés par les grands sites français comme Clubic, Presse Citron, Journal du Geek, Frandoid et j'en passe. Bref, si vous avez besoin d'un VPN, et je vous conseille Ghost VPN. Ils ont une offre spéciale de 1,95€ par mois, plus 4 mois offerts, ce qui est très abordable. Et si vous avez le moindre souci, il y a une assistance 24h/24 et 7 jours sur 7 en français, c'est sans risque et un remboursement garanti pendant 45 jours. So, maintenant, reprenons la suite de notre vidéo. Si je vous dis Peter Chapman, est-ce que ça vous dit quelque chose par hasard? Parce qu'il s'agit de l'homme sur lequel on va enquêter aujourd'hui. Et autant vous dire que son parcours de vie, tout ce qu'il a pu faire, ça fait froid dans le dos. On va tout d'abord faire un focus sur sa jeunesse et essayer de savoir qui il était. Et bien c'est parti pour l'affaire Peter Chapman. Peter Chapman est né à Darlington dans le comté de Durham en Angleterre. Il a été élevé par ses grands-parents dans le quartier voisin de Stockton-on-Tees. Malgré l'absence de ses parents dont on ne sait absolument rien, il passe une enfance de ce qu'il y a de plus normal. Il n'y a rien à signaler. Pourtant, d'après un ancien camarade du collège, Chapman devient très vite un adolescent à problème. On était de la même année. Je me souviens qu'il avait des problèmes de comportement et a été expulsé plusieurs fois. Il avait toujours des problèmes. Il venait en cours que quand il en avait envie et les services sociaux ont été impliqués. C'était un solitaire. Personne ne l'aimait vraiment. Il était juste bizarre, une nuisance. Ça ne m'a pas du tout surpris quand j'ai appris que c'était lui. Ça me donne des frissons de penser que j'étais à la même classe que lui, à la même table. À seulement 15 ans,
il est une première fois accusé d'agression sexuelle. 4 ans plus tard, à 19 ans, il est accusé du viol d'une jeune fille à son école. Il l'a violée après s'être lié d'amitié avec elle. Pour une raison obscure, peut-être en raison de l'âge ou d'un manque de preuves, les deux cas ont finalement été abandonnés. Peu de temps après l'abandon de ces deux affaires, Chapman, 19 ans, est cette fois-ci arrêté et incarcéré pour le vol et le viol de 2 femmes qui étaient liées à un réseau de prostitution commis dans l'espace de 2 jours. Bah ça commence très fort cette histoire. Et c'est tellement triste d'entendre tout ça. À seulement 15 ans, il va commettre de tels actes. C'est tellement jeune, mon Dieu. Moi, dans ce genre de cas, ce que je me demande, c'est pourquoi il va faire ça, sérieux? Qu'est-ce qui va le pousser à tout ça? C'est effrayant de se dire qu'il va commettre de tels actes sans aucune raison. Il y a forcément un truc et on va essayer de creuser un peu plus. Chapman était probablement animé d'un sentiment d'impunité après avoir échappé à la justice. Il agresse par la suite 2 femmes en leur mettant un couteau sous la gorge et en les forçant à commettre des actes sexuels. Après avoir fait ça, il va les voler puis s'enfuir. Il commet ses crimes d'une façon si arrogante qu'il s'est permis de raconter sa première agression. Ça datait de 2 jours plus tôt et lui, tranquillement, il va en parler à sa deuxième victime. Donc forcément, il se fait vite attraper par la police qui ne vont pas du tout le lâcher. Il est jugé coupable pour viol et kidnapping. Il est condamné à 7 ans dans un institut pour jeunes délinquants, où tout le monde dira que c'est un danger pour les femmes. Malgré tout, il purgera seulement 3 ans de prison. Chapman est inscrit sur la liste des délinquants sexuels, mais il est libre. Il est alors supposé être surveillé par un policier. Mais ce dernier n'a jamais effectué correctement son travail, faute d'avoir reçu la formation nécessaire. Ces circonstances amènent Peter Chapman à s'en tirer plus qu'il n'aurait dû. Si on résume tout ça, à 22 ans, Chapman est complètement libre. Et ce, malgré un minimum de 4 victimes. Sans grande surprise, dès sa sortie de prison, il poursuit sa série d'agressions et de vols en ciblant plusieurs femmes. Bon là, je me dois de vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez sérieusement? La justice va le libérer et ce malgré qu'il a commis des agressions sexuelles au bout de 3 ans d'emprisonnement. Je trouve ça particulièrement abusé sachant ce qu'il a fait. Et là on le sait très bien, il y a un risque de récidive tellement énorme, c'est juste effrayant. En 2002, il déménage à Merseyside pour vivre avec sa nouvelle petite amie qui a déjà un jeune enfant. Malheureusement pour Peter, mais heureusement pour elle, elle le mettra à la porte. Juste après qu'elle ait découvert qu'il a été classé comme délinquant sexuel. Un psychiatre dira que cette expérience a pu servir de catalyseur. Ça a développé sa haine envers toutes les femmes, qu'elles soient prostituées ou non. Ce même spécialiste ajoutera la phrase qui suit. Cette situation l'a amené à penser, c'est elle qui m'a quitté, c'est de sa faute. Et il est possible que ce soit à cause d'elle que sa rage s'est déplacée envers toutes les femmes. À mon avis, vu ce qu'il avait commis auparavant, il était déjà rempli de plein d'idées sombres, et ce même avant que sa copine le quitte. Il était instable, et qui sait ce qu'il aurait pu faire s'ils étaient restés ensemble. Toujours en 2002, il est de nouveau arrêté, soupçonné encore une fois du viol et du vol d'une travailleuse du sexe. Un an plus tard, il récidive sur une adolescente également prostituée. Encore une fois, les 2 cas sont abandonnés. Personnellement, j'ai perdu le nombre de fois où il aurait pu être enfermé. Mais malheureusement, la police l'a laissé filer. On en est à 3 ou 4, je crois. Donc la justice avait l'occasion de l'enfermer à plusieurs reprises. Mais comme on peut le voir, ça s'est jamais fait. Ils vont rater toutes ces occasions alors que le mec est classé comme un danger pour les femmes. Il aurait dû être surveillé bien plus que ça. La justice savait que c'était un danger pour les femmes. C'était un réel danger pour la société. Ils n'ont pas pris les mesures suffisantes pour s'assurer que ça ne recommencerait pas. Peter Chapman s'en prenait principalement à des prostituées qui souvent sont considérées comme responsables de leur malheur, voire même comme des citoyennes de seconde zone, et rejetées par la justice de plein de pays. Donc pour lui c'était tout bénef, il savait exactement où viser pour avoir le moins de risques possible. En 2003, il est de nouveau soupçonné dans une affaire de viol, en train de menacer avec un couteau, et les charges sont de nouveau abandonnées. Alors je veux bien qu'il y ait un manque de preuves, mais là on a les victimes qui sont encore en vie et qui ont potentiellement désigné leur agresseur. Au bout d'un moment ça fait quand même beaucoup de coïncidences, mais apparemment ça inquiète pas encore la justice. En 2004, au lieu d'être enfermé pour ses crimes, Peter Chapman est tout de même enfermé pendant 1 an et demi, mais simplement parce qu'il n'avait pas respecté les règles relatives aux délinquants sexuels. Les délinquants inscrits doivent normalement signaler toute absence de 7 jours au plus de leur résidence principale ou secondaire. En 2005, à l'âge de 26 ans, il déménage à Liverpool, quand 2 ans plus tard, il fera son retour au comté de Durham. En 2009, Chapman est impliqué dans un délit de fuite. Même s'il est alors sans abri, il possède une voiture dans laquelle il vit. Ce délit de fuite met Peter sur le radar de la police. D'ailleurs, c'est assez triste de voir qu'un délit de fuite a plus d'importance qu'une agression sexuelle aux yeux de la police. Comme quoi la justice parfois, ça laisse vraiment à désirer. Là, on est sur quelque chose de vraiment grave, donc il faut mettre un sens aux priorités sérieux. Bref, comme il est sans abri, il reste très difficile à trouver. À ce moment-là, les autorités pensent qu'il avait fui à plus de 300 km. Pendant ces dernières années, la rage de Chapman contre les femmes n'a pas baissé. Il cherche toujours de nouvelles façons de faire des victimes. C'est alors qu'il se met à se servir d'internet, et surtout du début des réseaux sociaux, notamment Facebook, qui existait depuis 5 ans. Il va utiliser internet comme un nouveau moyen de faire du mal à de jeunes femmes. Comme je le disais, à ce moment, internet est encore
encore assez jeune et la plupart des réseaux sociaux d'aujourd'hui n'existent même pas. La plupart des utilisateurs ne sont même pas au courant des dangers qu'on peut y rencontrer, et encore moins les adolescentes. Et ça malheureusement, ça va avoir des conséquences catastrophiques. Peter Chapman est sur le point de commettre l'irréparable. En 2009, Chapman a 33 ans, il est seul, sans emploi et sans abri. Il est très aminci et vit dans sa voiture. Il a donc peu de chances de rencontrer des femmes. C'est alors qu'il décide de se tourner vers Internet. Angela Clark, une écrivaine qui faisait alors des recherches sur les dangers d'Internet pour ses romans, dira les choses suivantes. Les choses escaladent encore. Il est comme un drogué qui a besoin d'un shoot. Il a besoin de faire le prochain gros coup. C'est ce qui arrive. Il essaie de faire en sorte que ces jeunes filles auxquelles il ment sur internet le rencontrent. Malgré son casier judiciaire, Chapman a trouvé le moyen de participer à un cours d'informatique. Il profite de ce programme pour créer un faux compte en ligne afin de tromper des jeunes filles. En ligne, Chapman se fait appeler Peter Cartwright ou DJ Pete. Il utilise les photos d'un adolescent assez séduisant. Il dit qu'il a 17 ans et fait en sorte que de jeunes filles lui envoient des photos. Angela Clark ajoutera: au moment de contacter sa future victime, il a 3000 amis sur Facebook, uniquement des femmes. Elles ont toutes de 13 à 31 ans. Une première fois, Peter Chapman va tenter de kidnapper une adolescente. Il est en contact depuis quelques temps avec une fille de seulement 15 ans. Il parvient à la convaincre de se retrouver sur un parking près de chez elle. Seulement en arrivant sur place, elle se rend compte de loin qu'il n'a pas du tout 17 ans et s'enfuit. D'ailleurs, petit moment conseil pour tous les jeunes qui tomberaient sur cette vidéo. Si vous êtes mineur et que vous tombez sur un prédateur et que vous arrivez à fuir, s'il vous plaît, prévenez la police. Surtout qu'aujourd'hui, les autorités sont beaucoup plus réactives. Enfin, normalement. Si cette jeune fille avait dénoncé Chapman à ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le drame aurait peut-être pu être évité. Donc c'est super important de signaler ce genre de choses. Imaginez juste une seule seconde ce qu'il serait capable de faire en liberté. Donc vaut mieux signaler le plus vite possible pour protéger tous les gens qui nous entourent. En voyant la jeune fille lui échapper, Chapman comprend qu'il doit changer de tactique s'il veut arriver à ses fins. Il a alors l'idée d'attirer de jeunes filles en prétendant être le père de Peter Cartwright. Ashley Hall est une adolescente bien élevée du nord de l'Angleterre. Elle vit avec sa mère et elle est l'aînée de 3 frères et sœurs. C'est une fille sans histoire qui a des amis proches, des bonnes notes et une bonne relation avec sa famille. Elle étudie les soins pour les enfants et elle aide sa mère à prendre soin de ses autres frères et sœurs. Tout comme n'importe quelle personne de son âge, Ashley passe des heures sur Facebook. En 2009, Facebook était le site web des médias sociaux le plus prometteur. Ashley faisait partie des milliers, voire des millions de personnes qui étaient accros à cette application. En octobre 2009, Ashley reçoit une demande d'amitié de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est un jeune DJ de 17 ans qui répond au nom de Peter Cartwright. Sa photo de profil est une photo de lui torse nu. Le jeune homme est séduisant et elle lui porte de l'intérêt. Évidemment, Ashley est immédiatement attirée par lui. Ses amis diront d'ailleurs à ce sujet: Ashley était intéressée par les garçons, mais eux généralement ne s'intéressaient pas à elle. Si un garçon lui montre de l'attention, elle était susceptible d'être flattée. D'après les photos, Ashley était une adolescente en surpoids. Et on sait comment les adolescents peuvent être cruels et superficiels. Imaginez donc que vous n'êtes pas le genre de fille qui fait courir les garçons. Et soudain, un beau gosse s'intéresse à vous. N'importe qui aurait pu tomber dans le panneau. De plus, Chapman a bien préparé son coup. Ashley n'a aucune raison de se méfier. Il a 3000 amis, poste fréquemment et a beaucoup de photos. Ashley et Peter ont commencé à parler de plus en plus fréquemment et avec le temps, les conversations ont commencé à devenir affectueuses. Ashley commençait à vraiment aimer Peter et elle se mettra à parler de lui à tous ses amis. Ces derniers étaient excités parce qu'Ashley n'avait jamais vraiment parlé à un garçon. Ils trouvaient que c'était une excellente opportunité pour Ashley de trouver un petit ami. Sachant qu'en plus de ça, Peter semblait être un garçon ordinaire de 17 ans. Pour Chapman, Ashley était la victime idéale. Elle était pour lui naïve, inexpérimentée et rapidement séduite. Il va vite passer à la deuxième phase de son plan diabolique. Ashley et Peter prévoient de se rencontrer le 25 octobre 2009. Pour ne pas reproduire l'échec précédent, Peter va lui envoyer un premier message. Il va dire que si ça la dérange pas, c'est son père qui va venir la chercher. Quelques heures avant le rendez-vous, il envoie un dernier message. Mon père est en route, bébé. Il te dit d'avance qu'il s'excuse pour son apparence. Lol. Il n'a pas besoin de rentrer et de rencontrer ta mère, n'est-ce pas? Il va probablement ressembler à rien. Oh, et tu vas porter des sous-vêtements sexy pour moi, hein. N'oublie pas surtout. Je vous promets, plus je vous raconte cette histoire, plus ça me met dans un état de colère envers Chapman, vous imaginez même pas. C'est une personne dégoûtante, manipulatrice. Il a des idées plus que malsaines. Pauvre Ashley. J'aurais aimé qu'elle ne rencontre jamais un tel monstre. Bref, Ashley s'attend à voir un homme adulte un peu négligé. Comme ça, Chapman aura moins de risques de la voir s'enfuir comme la dernière. Il a même fait de son apparence une bonne excuse pour ne pas se présenter aux parents de la jeune fille. La pauvre Ashley est tellement
tellement excitée de rencontrer le bel adolescent qui lui envoie des messages d'amour sur internet que ce dernier message n'a pas levé un drapeau rouge dans son esprit. La jeune fille dit oui à tout et malheureusement elle y va les yeux fermés. À 19h30, elle demande la permission à sa mère de faire une soirée pyjama chez une amie. Sa mère lui fait confiance et lui demande simplement d'être de retour pour le déjeuner le lendemain. Ashley sort de chez elle. Devant la maison, elle monte dans une Ford bleu foncé. Elle ne sera plus jamais revue vivante. Après qu'Ashley soit montée dans la voiture de Chapman, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. La police a estimé que le prédateur avait assassiné Ashley dans les 2 heures suivant sa prise en charge. Il lui a imposé des actes sexuels et une fois fini, il a décidé de lui envelopper la tête entière de rubans adhésifs. Ashley, incapable de respirer, a été étouffée à mort. Suite au viol et au meurtre de Ashley Hall, Chapman jette le corps de l'adolescente dans un champ près de la A177. Ça se trouvait à proximité des services de Sedgefield, dans le comté de Durham. Le lendemain vers midi, la mère d'Ashley, Andrea, l'attend. Le temps passe et l'adolescente ne rentre pas. Comme nous l'avons vu précédemment, Ashley était une jeune fille gentille et obéissante. Par conséquent, sa mère ne s'attendait à rien de mal. Elle suppose juste que sa fille est en retard et qu'elle n'allait pas tarder à rentrer. Après tout, Ashley a 17 ans et Andrea, la maman, voulait lui donner un peu plus de liberté et ne plus la contrôler comme un enfant. Andrea appelle et envoie des messages à Ashley, mais n'obtient évidemment aucune réponse. Elle finit donc par envoyer un message aux amis d'Ashley, qui lui révèlent que sa fille était en réalité partie voir un garçon. Andrea, pris de panique, tente de joindre immédiatement sa fille, coincée quelque part entre colère et peur. Au 30e appel, quelqu'un décroche, mais ça, on va le découvrir juste après. Peter Chapman est un homme dangereux qui doit absolument se faire enfermer. Sinon d'autres personnes subiront le même sort. Il est temps d'enquêter et de l'arrêter. Banks. Revenons quelques heures avant ce fameux coup de téléphone. Après avoir abandonné le corps sans vie de sa victime, Chapman conduit en rond pendant des heures. Pourtant, encore une fois, il ne va pas avoir de chance. Une voiture de police l'arrête pour un simple contrôle. Les agents découvrent qu'il conduit sans assurance et le conduisent au poste. Une fois en cellule et alors que personne ne soupçonne de rien, il va demander de l'aide. À ce moment précis, il faut savoir que personne n'avait retrouvé le corps d'Ashley. Et là, on a un Peter Chapman pris de panique qui va avouer le meurtre. Dans un enregistrement de caméra vidéosurveillance, on le voit être escorté devant un comptoir où se trouvent plusieurs policiers. Peux-tu me répéter pourquoi tu as demandé de l'aide? J'ai tué quelqu'un hier soir. J'avais besoin de dire à quelqu'un où se trouvait le corps. Chapman amène les policiers devant un fossé juste à côté d'un champ. Il est près de l'endroit où sa voiture avait été arrêtée quelques heures plus tôt. Les agents découvrent le corps sans vie d'Ashley, au fond du ravin, complètement habillée. Au-dessus d'elle, le téléphone de l'adolescente qui ne cesse de sonner. L'un des policiers va décrocher le téléphone. Allô, qui est à l'appareil? Je suis la mère d'Ashley, qui êtes-vous? C'est la police. Nous venons de trouver ce téléphone sur un cadavre. Alors là, mettez-vous à la place de la pauvre mère. Elle découvre en direct que sa fille est morte. J'imagine même pas la tristesse énorme au moment de l'appel. Surtout le policier qui emploie le mot cadavre, il annonce direct la couleur. Le cœur de la pauvre mère a dû se déchirer en 1000 morceaux quand elle a appris tout ça. Ça fait vraiment de la peine, sérieux. Enfin bref, Ashley a été retrouvée entièrement vêtue, mais les analyses montrent rapidement qu'elle a été violée et qu'elle est morte par suffocation. Lors d'une fouille de la voiture de Peter Chapman, il retrouve le sac d'Ashley, ainsi que des restes de rubans adhésifs avec des cheveux encore dessus. La police investigue ensuite le compte Facebook de Chapman et découvre que la majorité de ses 3000 amis sont non seulement des jeunes filles, mais que la grande majorité sont des mineurs âgés de 13 à 17 ans. Il découvre des centaines de photos indécentes qu'elle pensait envoyer à un jeune garçon. Son adresse mail révélera qu'une centaine de jeunes filles avaient accepté sa demande d'amis, le jour même où il a contacté Ashley pour la première fois. Le 8 mars 2010, Peter Chapman a plaidé coupable à l'accusation d'avoir tué Ashley Hall. Il a été condamné à la prison à vie avec un minimum de 35 ans. La mère d'Ashley sera interviewée en sortant du tribunal. Je vous laisse avec les images. I am glad justice has been done for my daughter today, even though it's not enough. But at least he pleaded guilty, and he hasn't put me through a week of trial. God. Go on, you can do it. Just put a message out that please, parents whose kids are on Facebook, please ask them to tell you who they're talking to. You just don't know who behind that photo. Look what happened to my daughter. Yeah, we don't want anybody else to go through what we've gone through, do we? No, it's unimaginable what me and my family are going through. I've got 3 other children that probably won't have a life now because I'll never ever keep my eye off them. I'd also like to say thank you to the community and to all my friends for the support that they've given me through this. La détresse de cette mère est terrible, et ça nous rappelle que de nos jours, on a tendance à encore plus prendre à la légère ce genre de choses. Les dangers d'internet sont bel et bien réels et c'est toujours d'actualité. Si on fait quelques recherches, on tombe sur tellement de cas liés à internet, séquestration, viol, règlement de compte, enfin bref, c'est un outil qui peut devenir très vite dangereux. Ça m'a fait de la peine pour cette maman qui a perdu sa fille.
arrachée par un homme rempli d'idées sombres. Suite à sa condamnation, Peter Chapman est détenu à la prison de haute sécurité HM Frankland. Il s'agit de la plus grande prison de catégorie A du Royaume-Uni. Elle est située dans le comté de Durham, juste à côté de l'endroit où il a violé et tué Ashley Hall. En prison, Peter a écrit des lettres à un ami dans lesquelles il disait pourquoi il avait tué Ashley. Immersion. Cette nuit-là, j'ai complètement perdu la tête, car Ash ressemblait trop à une personne qui m'avait retourné le cerveau. Elle disait la même sorte de choses, et j'ai perdu la tête parce qu'elle voulait pas la fermer. C'est pour ça que j'ai mis le ruban adhésif sur sa bouche, juste pour qu'elle se taise. Je n'ai vraiment pas voulu ce qui est arrivé, mais je ne peux pas changer le passé. J'aimerais vraiment le pouvoir. Tout au long de sa vie, Chapman a montré une colère envers les travailleuses du sexe. Une haine qui s'agrandira envers toutes les femmes après 2 échecs amoureux. Le psychiatre Jeremy Coyde dira « Cela ressemble presque à une campagne planifiée pour exprimer sa rage contre les femmes. Il avait tout prévu. » Ici, je suis un peu en désaccord avec les propos du spécialiste, et vous allez comprendre pourquoi. Peter Chapman est clairement un prédateur de femmes, ça, c'est sûr. Sa haine envers les prostituées, ça nous pousse à se poser des questions. Qui était la mère de ce criminel? On pourrait se poser la question suivante. Était-elle une travailleuse du sexe? Et ce serait pas pour ça que Chapman a été abandonné à ses grands-parents? Imaginons que Chapman ait découvert la vérité sur sa mère au début de son adolescence. Ça expliquerait en partie ses premières agressions. Mais ce ne sont que des suppositions, et on ne connaîtra probablement jamais la vérité. Sauf si Chapman décide de se confier un jour, mais ça, on sait pas. Là où je diffère de l'opinion du psychiatre, c'est sur la préméditation du meurtre. S'il est évident que Chapman est un violeur en série et qu'il a piégé Ashley dans ce but, je pense qu'il n'a jamais planifié de la tuer, et ce pour 4 raisons. Chapman est sans abri, donc il n'a pas d'adresse et il est toujours en mouvement sur la route. Il utilise un faux compte Facebook sur des ordinateurs différents qui ne lui appartiennent pas. Au moment où il a violé sa victime, il aurait très bien pu la laisser en vie sans avoir peur d'être retrouvé. On a vu assez d'histoires de tueurs pour savoir qu'en général, ce sont des gens qui étaient préparés à tuer. Ils vont s'armer en conséquence et préparer tout ça minutieusement. Mais là, la seule arme qui a été retrouvée dans la voiture de Chapman, c'était du ruban adhésif. Ce fameux ruban qui a étouffé Ashley. Ça semble assez évident que ce ruban adhésif ne devait à la base servir qu'à attacher la victime et l'empêcher de crier. Je pense pas qu'il avait réfléchi à un plan pour la tuer et ça va se confirmer par la suite. La lettre envoyée à son ami quand il était en prison, où il a dit qu'il a tué la jeune fille, car elle ressemblait apparemment à une ex et parce qu'elle était en train de l'énerver avec ses paroles. Je pense que c'est quelque chose de précis qui a déclenché une vague de rage et qui l'a mené au meurtre. Et la réaction de Chapman après le meurtre est très révélatrice. Au lieu de dissimuler le corps et de fuir, comme l'aurait fait n'importe quelle personne prête à tuer, il rentre dans un état de choc. Il est totalement troublé, comme une personne qui vient de merder. Il est perdu. À ce moment-là, il laisse le corps sur place et il monte dans sa voiture. Il tourne ensuite pendant des heures sur la route à proximité, sans aucune raison. N'importe qui aurait essayé de partir loin. Lui, il était tellement choqué de ce qu'il venait de faire qu'il était incapable de réfléchir. Enfin, il avoue immédiatement les faits à la police, alors qu'il est simplement arrêté à cause d'un problème d'assurance auto. Dans tous les cas, le résultat est le même. Que Chapman l'ait voulu ou non, il a tué Ashley. Qu'il n'ait pas prémédité son geste ne ramènera jamais la jeune fille. Quelques jours après le meurtre, et alors que l'identité du tueur n'a pas été encore révélée, la mère d'Ashley a appelé au retour de la peine de mort pour les meurtriers. Elle dira toutes les choses suivantes. Peu importe qui il était, la personne qui a fait ça finira en prison et dormira dans un lit confortable avant de sortir un jour. Elle pourra vivre et respirer comme n'importe qui d'autre. Mais la vie de ma fille s'est arrêtée à 17 ans. La mienne aussi, car elle n'est plus là. J'aurais pu comprendre si Ashley était morte à cause d'une maladie. Mais savoir que quelqu'un a pris sa vie est juste insupportable. Ashley était mon pilier. La mère d'Ashley a poursuivi tous les districts de police impliqués dans les agressions de Chapman. Mais aucune des allégations n'ont été suffisantes pour le tribunal. La police a ensuite admis que le cas de Chapman n'avait pas été traité en conséquence. Et ils ont déclaré que c'était dû à un manque de ressources. À propos des réseaux sociaux, Andrea dira « Ashley n'était pas une mauvaise fille. Elle n'était pas méchante. Elle a fait une erreur et l'a payée de sa vie. » L'auteur Angela Clark dira « C'est un très triste et tragique exemple de comment on peut créer une entière personnalité en ligne. Ashley était chez elle avec ses parents, dans un environnement où elle se sentait en sécurité. Pourtant, le danger est passé par Internet. Il y a 44 millions de personnes qui se connectent à Facebook tous les jours, seulement en Grande-Bretagne. Et parmi tous ces gens, il y a forcément un danger. Aujourd'hui, des cas comme celui-ci existent toujours, mais nous avons accès à beaucoup plus d'informations. En 2009, les gens n'étaient pas conscients des dangers liés à Internet, le fait de rencontrer un parfait inconnu. Mais depuis, tellement de choses se sont produites que les gens commencent à faire attention. Après la mort d'Ashley, le 3 mars 2010, Facebook a averti les utilisateurs de moins de 18 ans de ne pas rencontrer de personnes sur Internet et a donné des conseils sur la manière de rester en sécurité en ligne. Ils ont également déclaré qu'ils étaient profondément attristés. L'école d'Ashley a également créé une brochure intitulée « Règles d'Ashley », dans lequel il conseille aux gens de faire attention lorsqu'ils rencontrent des étrangers en ligne. Pour finir, en 2010, Chapman est attaqué par un codétenu et est emmené à l'hôpital. Le grand-père d'Ashley dira « Enfin une bonne nouvelle ».
Chapman n'a que ce qu'il mérite. Je ne pense pas qu'il mérite d'avoir des droits. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord. S'il veut se comporter comme un animal, il doit être préparé à être traité comme tel. Si je pouvais envoyer une bouteille de whisky à celui qui a fait ça, je le ferais. Ainsi se termine cette affaire sur le meurtre de Ashley Hall. Cette vidéo est en quelque sorte un hommage pour une jeune fille partie bien trop tôt. Les dangers d'internet, on en entend toujours parler, donc je trouvais ça super important d'en faire un sujet. Et notamment sur le cas de Peter Chapman, un criminel rempli de vices, manipulateur, qui va finalement tuer cette pauvre fille. Sans parler du fait qu'il ciblait des mineurs. C'est vraiment dégueulasse de voir ce que certaines personnes sont capables de faire. Bah putain, c'était pas une histoire des plus joyeuses. Ça non. J'avais une question justement. Vous en pensez quoi des réseaux sociaux? Là, je pose la question aux parents qui me regardent et aux futurs parents aussi. Vous trouvez que c'est une bonne chose les réseaux pour un enfant ou au contraire ça devrait être interdit? J'aimerais beaucoup avoir votre avis personnel dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez car ça m'intéresse. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver comme vous le savez sur Instagram Mogota Sama. Là-bas vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et on peut parler tranquillement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Hop hop hop, n'oublie pas, si tu veux plus de contenu sur ton Netflix, je te conseille d'avoir Ghost VPN. Grâce à ça, tu auras beaucoup plus de contenu en te connectant sur un serveur américain par exemple. Ils ont une offre de 1,95€ par mois. En plus de ça, 4 mois gratuits, donc ça reste très abordable. Sur ce, prends bien soin de toi et à bientôt.